Quand je prends du vent, je me dis est-ce que ce que j'ai fait ça va tenir ? Il y avait trop de vent, j'étais tout seul, trop de vent pour partir, mais c'était la limite où il y avait trop de vent pour rester. Le bateau bougeait dans tous les sens, j'avais l'impression que à chaque vague le taquet allait s'arracher. Ça n'a pas été facile et en rentrant, voilà, j'ai posé le bateau et je lui ai dit je vais plus en entendre parler. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Échappatoire, le podcast des curieux d'aventure et de voyage. Il a été créé pour promouvoir ces moments hors du temps qui nous éloignent un instant du quotidien. Chacun a son échappatoire, ici, on écoute le vôtre. Aujourd'hui, je suis avec Audin Nicole, second sur un navire de dragage des ports de la Manche, un navigateur avec une histoire décalée car à seulement 18 ans, il obtient son premier voilier Océane 2. Il va vivre des aventures dessus, il a traversé bien plus que des océans. Cette expérience l'a fait grandir. Il a obtenu des opportunités professionnelles grâce à sa passion. Il nous raconte son ascension, sa rencontre avec la mer, son voilier, comment il passe la vie, comment se passe la vie à bord. Est-ce que tout le monde peut le faire ? Il va répondre à toutes nos questions, mais pour parler de la montée, il faut aussi parler des débuts. Donc toi Audin, à la base, tu sors du bac, tu vis une vie plutôt festive, sans trop de projets ou d'idées professionnelles derrière, c'est ça ? C'est ça. C'est quoi le moment où tout a changé pour toi, où t'avais cette passion pour la mer depuis petit ? Raconte-nous un petit peu cette période. Non, j'ai eu le bac. Ensuite, j'ai fait du bateau tout l'été de mes 18 ans, pour ne pas avoir d'études supérieures. Et partir sur un BUT que je voulais pas forcément faire mais que je faisais parce qu'il fallait faire des études. Donc j'ai commencé le premier semestre du coup à l'IUT. Très vite je suis sorti, j'ai fait beaucoup de bateaux, des compétitions en match racing, aider un peu dans un yacht club, naviguer avec un bateau privé, tout ça. Et du coup match racing, c'est quoi un petit peu pour ceux qui connaissent pas ? C'est un duel entre deux bateaux, donc c'est 5 personnes par bateau ou 6 personnes, un équipage contre un autre, où le but c'est d'arriver le premier sur un circuit, mais c'est plutôt un jeu de règles, où le but c'est d'éliminer l'autre. Donc ça c'était l'été de tes 18 ans, et après toi t'arrives en septembre, tu vois un peu tous tes potes continuer leur vie étudiante entre guillemets classique, et toi il se passe quoi à ce moment-là ? Comment t'arrives ou est-ce que comment t'arrives à choisir un chemin quand du coup t'as rien défini ? Le chemin il s'est fait tout seul, où je suis sorti, j'ai fait du bateau, les études ça suivait pas, donc je me suis fâché avec ma mère et je suis arrivé sur le bateau d'un ami. Et donc pendant 2-3 mois j'ai glandouillé sur le port à faire des petits boulots pour sortir, me nourrir, où j'ai là pour le coup plus du tout d'ambition, où je me cherchais même pas, quoi. Les jours passaient, les semaines passaient, et puis c'était facile de rien faire et de pas chercher plus loin. Est-ce que cette envie, le fait que toi t'atterrisses sur un voilier, je veux dire c'est quand même pas anodin, tu te disputes avec ta mère comme tu nous l'expliquais, t'avais besoin de ce changement ? Sur le moment j'avais pas trop eu le choix, et j'ai eu la bonne occasion d'être sur un bateau, donc j'en ai profité. Après le bateau, j'en faisais avant. Ça m'a permis de voir ça d'un autre œil. Donc, comme tu m'expliques, là, tu passes quelques mois sur ton voilier, à pas faire grand-chose, à glander un peu et peut-être aussi en vrai à profiter de ta jeunesse, que tu pensais ou que tu trouvais bridé un petit peu avec l'école. Et là, t'as vraiment le goût de la liberté. Mais qu'est-ce qui te redonne un petit peu la motivation qui te pousse à aller chercher plus loin ? Et c'est forcément c'est mon frère qui m'a fait des sermons. C'est le fait de reparler avec ma mère et de voir que elle voulait que je fasse quelque chose de ma vie. Et puis tout bêtement j'ai quand même pris goût au bateau et puis j'ai voulu apprendre à faire des choses sur le bateau. Donc j'ai voulu en fait me diriger, vraiment travailler dans un chantier naval pour savoir tout faire moi-même sur un bateau. Et donc je suis arrivé en CDD pour une saison dans le nautisme, en CDD sur Carteret pour apprendre à travailler, quoi. Ça consiste en quoi, du coup, ce nouveau travail ? Parce qu'en vrai, le nautisme, ça fait un peu vague et large pour quelqu'un qui s'y connaît pas spécialement. Au début, c'était vraiment... déjà, c'était au-delà du travail, c'était d'apprendre à vivre tout seul,
à me gérer seul, à avoir un rythme de travail, à pouvoir aussi me projeter plus loin de ce que j'allais faire l'été pendant les vacances. Ouais, parce qu'à ce moment-là, t'es jeune encore, genre. Ouais, c'est ça. T'as quel âge 18. Et ouais, toujours. Toujours. Et donc, au niveau du boulot, c'était vraiment les bases. C'était de faire des peintures, c'était de nettoyer les bateaux, de passer le karcher, de faire de la manutention, tout ça. C'était vraiment la base. La vie à bord d'un voilier, ça s'organise comment? Je veux dire, t'avais déjà des travaux à faire dès le début quand tu l'as acheté, Océane, ou il était en bon état, prêt à naviguer? Ça se passe comment? En fait, ça s'est fait vraiment en 3 étapes. La première étape, c'est quand le bateau donc il était à Cherbourg et que j'habitais dessus. Là, j'avais pris le bateau, on va dire tel quel, et je vivais dessus simplement. Ensuite, quand j'ai ramené du coup le bateau sur Carteret pour habiter dessus à Carteret, donc là, j'ai fait vraiment tout un premier petit chantier de on va dire sécurité pour l'emmener dans les meilleures conditions. Donc remettre à jour l'armement, changer quelques drisses, mettre des lignes de vie, rajouter une batterie, faire l'entretien du moteur. C'était vraiment préparer le bateau à naviguer. Quand j'ai commencé à travailler et que j'ai eu un peu de moyens, j'ai commencé à acheter de l'accastillage, des nouvelles drisses, des nouvelles poulies plutôt bling bling. Et puis ensuite, maintenant d'année en année, je fais vraiment des petits chantiers. L'hiver dernier, c'était les planchers, c'était le sol, c'était les vaigrages. Cet hiver, c'était le moteur, j'ai changé le moteur. L'année d'avant, c'était le mât, j'ai refait tout le mât. Le bateau, il évolue petit à petit, quoi. Ouais, donc c'est un petit peu par cycle, quoi. Tous les ans, tu fais évoluer une partie du voilier. Ouais, c'est ça. J'apprends, en fait, je navigue avec, et puis au fur et à mesure des aventures, je me rends compte de ce qu'il faut améliorer, de ce qui est bien. Et ça s'est toujours bien passé depuis que t'as acheté Océane, parce qu'en vrai, je m'imagine, moi, là, à ton âge, tu vois, à 18 ans, à m'acheter un voilier, mais mec, je me serais posé 10 000 fois la question de, mais là, je suis en train de faire une énorme connerie, ou je sais pas, je sais pas si moi, j'aurais été assez mature, tu vois, pour réussir un projet comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas rien, un voilier, c'est quand même beaucoup de travail, d'investissement, et puis même, de l'investissement en termes de temps, mais aussi en termes d'argent, et toi, t'as réussi à jamais douter? Non, pas vraiment, c'était plutôt au niveau des timings, parce que forcément, quand l'été arrive, t'as envie de naviguer. Et que quand l'été arrive et que j'ai bossé toute la saison pour les autres, au mois de juillet, le bateau est pas prêt parce que j'ai pas fini les bricoles ou quoi que ce soit. Mais niveau expérience, j'ai eu la chance d'être bien entouré au niveau pour apprendre à faire les choses. Dès que j'avais des questions, j'ai eu des réponses. Donc j'ai pas eu peur dans les travaux que je me lançais, dans les navigations. C'est quelque chose qui est venu naturellement, quoi. Bah ouais, parce que du coup, c'est des trucs que tu faisais déjà dans ton taf, donc du coup, Ouais. le faire sur ton bateau, au final, c'était pareil, quoi. C'était même plus facile, limite. Oui, c'est beaucoup moins stressant de bosser pour soi. Ouais, mais au final, ça a été vraiment une chance de ouf, ce taf, parce que déjà, ça t'a fait découvrir un métier que t'apprécies, et puis même, en vrai, ça t'a littéralement appris, en fait, à comment procéder, du coup, et à comment mettre en application sur ton voilier. Et tu savais du coup ce que tu faisais, t'as pas fait d'erreur après par la suite, ce qui a dû te faire économiser en vrai, je pense, beaucoup de temps et d'argent. Et du coup, parmi tout ce travail et ce projet, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été importantes? Parce que tout à l'heure, tu me parlais un peu de tes collègues, en vrai, que ce soit peut-être ton entourage, ou je sais pas, même des personnes que t'admires et qui t'ont poussé du coup et qui t'ont aidé un petit peu à cette réussite. Ouais, au boulot, donc c'est une petite entreprise, on était 6 ou 7. Donc, tout de suite, mes collègues qui ont 55 ans, ils ont beaucoup plus d'expérience, ils ont toujours fait ce boulot-là. Donc, tu prends leurs conseils, tu vois la façon dont ils travaillent, tu te dis que c'est pas déconnant, c'est vraiment, c'est remarquable et donc ça donne envie de toujours apprendre plus, d'évoluer dans son boulot et de prendre de l'expérience. Et c'est pareil par rapport aux gens, aux navigateurs qui inspirent. Il y avait un petit mec sur un petit voilier blanc avec son copain qui sortait tous les 4 matins en bateau, ça donne envie. Ouais, je les connais pas, faudrait que tu me les présentes. Je crois qu'ils avaient une bonne petite chaîne YouTube là. Ouais. Ok, et du coup tu parlais d'expérience et tout, d'évolution, du coup ça a été quoi un peu après dans l'entreprise de nautisme où t'es resté combien de temps? Et qu'est-ce qui est arrivé du coup après, genre c'était quoi la suite? Alors au début j'ai eu un CDD de 4 mois, donc pendant la saison. À la fin du CDD, le patron m'a proposé de faire
Donc faire des études. Moi qui ai arrêté les études, c'était de faire des études pour avoir un diplôme pour mon avenir, on va dire. J'ai fait une alternance avec lui donc à l'INB, l'Institut Nautique de Bretagne, qui forme à la maintenance nautique, à la mécanique. Donc c'était une alternance en 2 ans, donc j'ai fait 4 mois. Après j'ai enchaîné sur 2 ans. 2 ans de contrat de professionnalisation. Et donc pendant les 2 ans, j'étais à l'école, mais là où j'ai le plus appris, forcément, c'était en chantier. J'ai pu apprendre vraiment beaucoup de choses sur comment faire un bateau de A à Z. Là, on a beaucoup parlé côté professionnel, donc ce que tu as fait dans le nautisme depuis tes 18 ans. Mais bon, à la base, toi, tu fais de la régate, de la voile, du voilier. Est-ce que tu arrives à allier les deux, du coup, à travailler et faire de la voile? Comment tu trouves du temps pour naviguer? Et c'est quoi un petit peu ton rythme avec Océane? Et le premier été, du coup, entre mon CDD et mon contrat, c'était j'ai eu 2 mois, donc je suis parti en Bretagne faire le tour de la Bretagne Nord avec mon frère, donc on est parti un bon mois. C'était vraiment découverte du voyage. C'était vraiment la première année, il y avait une batterie, un panneau solaire, un nouvel anti-fouling et puis en route quoi. Ouais, voilà, c'était un peu à l'arrache. Ouais. Mais ça l'a fait et puis ça m'a permis de voir aussi les choses à faire l'hiver suivant pour avoir un bateau plus cool, on va dire, à naviguer le reste du temps. Donc ensuite, c'est pendant les ponts où je commence à naviguer. Puis j'essaye de prendre 2 à 3 semaines l'été pour vraiment partir sur les îles anglo-normandes. Donc là, j'ai à peu près fait toutes les îles sauf Aurigny. Donc il reste Aurigny à faire dans mon starter pack. Voilà, 2025. Donc objectif. 2025, objectif Aurigny, peut-être les Scilly. Voilà, la navigation après, donc j'avais navigué en régate sur des bateaux plus gros, plus rapides, plus performants. La régate, on voit pas du tout les mêmes choses que la croisière. Enfin, c'est pas du tout le même monde. En croisière, on se permet d'être un peu plus abattu, enfin, de prendre des allures un peu plus stables pour le bateau et pour nous, d'aller moins vite et puis de profiter tout autant, de mettre la canne à pêche derrière pour pêcher le repas. Ouais, ça en régate, tu fais pas trop. Non. Pour toi, c'est quoi la différence du coup entre la croisière, donc ça va être naviguer de façon un peu chill, et puis t'as la régate où c'est plus compétition? Tu conseillerais quoi toi à quelqu'un qui a envie de faire du bateau cet été pendant les vacances? Il y a le côté où la régate c'est encadré, ça peut partir d'un point A à un point B, ça peut partir d'un point A, faire un parcours et revenir au point A. Donc c'est quand même structuré, encadré, après c'est exigeant, ça demande de la rigueur et une certaine cohésion. Et la croisière c'est vraiment en détente. Ouais. Mais pour moi finalement, je trouve que la croisière c'est plus complexe que la régate. Même si le bateau va moins vite et moins exigeant, c'est d'un point A à un point B, on connaît pas forcément l'arrivée, faut connaître les courants, faut savoir autour d'une île où se mettre par rapport au vent. Ça demande beaucoup plus de rigueur, finalement, je trouve, que la régate où tout est organisé et tout est sous contrôle. Ouais, c'est vrai. Parce que en régate, du coup, c'est quoi? C'est juste à l'aspect technique du bateau à gérer, et puis après, le reste, c'est un peu les personnes avec qui t'es, l'organisation qui s'occupe de ça, finalement. Toi, t'as juste à gérer vraiment, optimiser au maximum les performances du bateau, quoi. C'est ça, c'est vraiment optimiser son poste. Si faut envoyer les voiles à l'avant, faut savoir envoyer ses voiles, et ainsi de suite. Donc c'est plus exigeant, mais plus... On a vu un petit peu la différence qu'on pouvait avoir du coup entre croisière et régate. Donc toi personnellement t'es plus team croisière, mais du coup pourquoi? C'est peut-être plus peut-être je sais pas, un apprentissage de la vie, du partage avec les personnes que tu vas emmener avec toi? Ouais, c'est ça. Et puis déjà on se rend pas forcément compte de la chance qu'on a. C'est tout bête, mais d'aller à 2 heures de bateau aux Écréous ou à Jersey, on se rend pas compte de cette chance. Et je m'en rends compte quand j'emmène un copain par exemple ou de la famille là-bas et où je me dis c'est vrai qu'on n'en profite pas assez et on s'en rend pas assez compte. Là on est parti il y a 2 semaines à Jersey avec un ami, c'était la première fois qu'il partait en bateau. On arrive là-bas, on a fait le tour de l'île à vélo, on est revenu le dimanche, c'était 2 jours. Mais en fait c'est 2 jours où lui son habitude c'est d'aller en boîte le week-end pendant 2 soirs et puis
de se reposer le dimanche et de reprendre le boulot le lundi, bah, c'est 2 jours où il a découvert le bateau, une île, bah, le vélo, une autre culture, des beaux paysages, et où c'est 1000 fois plus enrichissant que ces 2 jours. Et c'est vrai que je pense que c'est une chance parce que t'es là, t'as un pont, t'as les ponts en mai là ou des vacances, tu peux partir un peu où tu veux, comme un van, t'as la liberté à bout de bras. Tout le monde n'a pas cette chance, et je pense que c'est important de s'en rendre compte aussi, et n'a pas accès aussi facilement que nous à ça, et je pense que c'est vraiment cool de s'en rendre compte. Mais encore une fois, qu'est-ce que tu pourrais dire, je sais pas, à des personnes bah, justement qui n'ont pas cette chance, ou peut-être simplement pas forcément le courage de se lancer, parce que bah, en vrai, la mer, ça peut freiner un peu, ça fait peur. Si on s'y connaît pas, c'est vite un monde un peu compliqué où on sait pas trop par où commencer. Est-ce que tu aurais 2-3 tips? Prendre son temps, de s'inscrire sur d'une bourse aux équipiers. Ok, ouais. C'est bien développé, la bourse aux équipiers. Si demain, faut pouvoir se déplacer, on va dire, sur la côte atlantique, méditerranéen, et faut savoir se déplacer, aller à la avoir mer, des, quoi. voilà, être disponible, savoir vivre en communauté, essayer, et puis après, peut-être monter un projet pour s'acheter un bateau ou en louer un par la suite. Voilà, donc essayer, c'est important, parce que bah, voilà, c'est un milieu tellement différent de la Terre. En vrai, bah, c'est vraiment. On passe 99% de notre temps sur la Terre, et là, tu t'arrives dans un milieu où ça tangue, t'es jamais stable, c'est mouillé, il y a le mal de mer. Est-ce que tu penses que tout le monde peut le faire? Mais non, c'est vrai que je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Donc déjà, essayer dans un premier temps. Après, il faut se dire que le voilier, c'est pas comme le bateau à moteur ou c'est pas comme un ferry. C'est pas le même mal de mer. Et puis, il y a le côté où en bateau à moteur, c'est monotone, ça peut bouger. En voilier, voilà, on est occupé. Donc le mal de mer, il monte beaucoup plus lentement. Et toi, par exemple, la mer, genre, quand tu sors et tout en mer, est-ce que ça t'a appris des trucs sur toi-même, genre, ou même sur la vie en général, genre, d'être dans la mer Bah, c'est sûr que ça rend humble. Ouais, déjà. Déjà. Parce qu'on se rend compte que bah, finalement, on est impuissant. Puis là, comme moi, où j'ai refait le bateau entièrement, quand je prends du vent, je me dis, est-ce que ce que j'ai fait, ça va tenir? Au final, apparemment, oui. Au début, des fois, il y a des incertitudes. Ou alors, bah, vu qu'on est responsable en soi de son départ, quand on prend la décision de partir et que dehors, bah, il y a du vent, il y a des vagues, faut être sûr de soi quand on part. On a le droit de se tromper, mais pas de beaucoup. Est-ce que t'as déjà vécu ou ressenti des moments un peu galères, genre là, t'es pas super serein par rapport à la situation, tu te dis, ok, là, c'est chaud. Oui, une fois où j'étais à Jersey, je rentrais de Chausey, donc un archipel d'îles en face de Granville. Je voulais monter juste pour le retour, passer une nuit et rentrer. Au final, je suis resté bloqué 2 jours là-bas. Il y avait trop de vent, j'étais tout seul, donc il y avait trop de vent pour partir. Mais c'était la limite où il y avait trop de vent pour rester parce que bah, le bateau bougeait dans tous les sens. J'avais l'impression que à chaque vague, le taquet allait s'arracher. Donc à la fin, j'ai pris la décision de rentrer. Ça n'a pas été facile. Et en rentrant, voilà, j'ai posé le bateau et j'ai dit, je vais plus en entendre parler. Ouais. Ça m'a pas empêché de revenir parce que bah, j'aime bien le bateau. C'est quand on prend une décision, faut bien regarder tous les éléments et avant de partir. Et rester humble aussi par rapport à la situation. Et avant de partir en mer, niveau organisation, est-ce que tu fais des trucs en particulier, t'as une routine que tu mets en place avant chaque départ? C'est vraiment à l'arrache. Non, parfait. Non, bah avant, bah faut caler le moment parce qu'ici il y a des marées, donc il y a des portes, donc il y a des heures pour sortir et pour rentrer, donc je fixe le départ. Faut pas être en retard parce que si on est en retard, les courants ici, ils nous aident énormément pour aller dans la direction qu'on veut ou vont pas nous aider du tout. Il y a le vent qu'il faut regarder. Le vent au retour, si on part un week-end, bah ça peut aller très bien à l'aller, mais très mal au retour. Et puis ensuite, faut y aller. Donc on a vu que t'avais beaucoup travaillé depuis tes 18 ans, t'as fait des belles navigations avec Océane, t'as eu tout de suite la réflexion en te demandant c'était quoi la suite ou pas. Parce que je veux dire, à ce moment, bah, t'es un peu à ton prime. Je veux dire, là, t'as repris tes études, en même temps, t'as un job qui est assez cool, t'as ton voilier.
Et donc, voilà, quoi, tu te dis, ça y est, qu'est-ce que je peux faire par la suite? C'est quoi de mieux à faire? C'est pas fini, faut continuer? Et ben en fait, je me suis juste laissé porter. J'ai suivi le petit chemin qui était tracé finalement. Donc je continue mes études, je m'amuse l'été, j'entretiens le bateau l'hiver. Puis j'ai vu une annonce en fait pour être second sur une drague qui allait être livrée dans la Manche pour travailler dans les ports. C'est une barge qui désensable et désenvase les ports. J'ai postulé en me disant que déjà j'avais pas grand chose à perdre en postulant. Aussi mes études allaient bientôt se terminer, donc initialement je voulais rester dans le chantier où je me trouvais, mais ça vaut le coup de voir aussi ce qui se passe ailleurs. Donc sans connaître du tout le dragage ou le métier. Ok, donc nouvelle découverte d'un nouveau métier et du coup ce coup-ci ça consiste en quoi? T'as parlé de désensablement, mais je sais pas, moi, dis-moi un petit peu, c'est quoi une journée type? Non, donc c'est des horaires assez particuliers où c'est un boulot qui fonctionne avec les marées. Parce que donc la vase qu'on vient aspirer, on va la rejeter en mer. Faut faire en sorte que les courants soient avec nous pour donc comme le bateau pour aider les sédiments à partir. Donc on va travailler 1 heure avant la pleine mer et 5 heures après. Donc tous les jours, ça décale d'1 heure le travail. Et généralement, on travaille 1 à 2 fois par jour pour avoir le plus de temps possible pour draguer. Et donc toi, tu fais les manœuvres, t'es un peu le pilote. Ouais, c'est ça. En fait, la drague, on va venir la mettre en place avec un bateau, une annexe qui la remorque. Donc on la met en place en début de semaine. Une fois qu'elle est en place, on va venir travailler, donc on va piloter, donc on est 2, donc on pilote à tour de rôle 3 heures et 3 heures, pendant que l'autre fait de la maintenance, fait des papiers, mange, du coup, c'est bien de manger. Et c'est énormément de maintenance en fait, et aussi beaucoup de petits soucis qui arrivent tout au long des journées. Pour résumer, aujourd'hui t'es second sur cette drague, t'as bien évolué depuis tes 18 ans. Mais bon, en vrai, te connaissant, tu vas pas en rester là. C'est quoi un petit peu tes plans pour la suite? Ou pour l'instant, t'es bien? Ouais, là, je suis bien dans mon boulot. J'apprends des choses tous les jours. Je suis heureux. Donc pour le moment, le boulot, je suis en CDI, donc je suis là, je suis bien, je continue. Après, il y a aussi une partie de moi qui me dit, où je me dis que je vais avoir 22 ans, je bosse depuis mes 18 ans. J'enchaîne, je prends pas de pause, on va dire. Je travaille parce qu'il faut travailler. Il y a aussi une petite partie où j'ai envie de partir découvrir la vie. Ouais, c'est ça. Peut-être aussi utiliser Océane plus que pour les vacances ou les week-ends. Non, t'as pas une idée de voyage un peu à faire un peu plus loin? Si, partir dans la mer Baltique avec le bateau. Maintenant que tu es en place un petit peu dans le milieu du bateau, du nautisme, si tu avais un conseil, parce que oui, moi j'aime bien en vrai tout ce qui est conseil, c'est pour ça que je t'en demande beaucoup, mais pas pour le côté voile ce coup-ci, parce que on en a déjà parlé tout à l'heure, mais plus quelqu'un qui a envie de changer de voie professionnelle ou qui veut juste, peut-être aussi est jeune et il veut commencer à bosser un petit peu dans ce milieu-là, mettre un pied dans le nautisme, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Il y a énormément de boulot, dans le nautisme, en tout cas de ce que je connais, c'est que c'est un boulot, mais il y a tous les corps de métier. Il y a de la couture, il y a de la peinture, il y a des strateurs donc qui font de la résine, il y a des cordistes, il y a plein de choses, d'électriciens, électroniciens, plombiers. Ouais, mécanicien, il y a tout. Donc, c'est vrai que c'est final, tous les corps de métier juste pour un bateau. Il y a énormément de savoir-faire et de petites techniques qui donnent envie d'apprendre et que je pense que il y a du boulot pour tout le monde. Mais c'est vrai que nous, quand on est arrivé ici avec Thomas et Sirius, du coup Sirius c'est notre voilier, on était juste tous les trois, on connaissait personne. Et en vrai, c'est vrai qu'on a réussi à avoir assez vite des contacts et t'échanges très rapidement. En vrai, dès que t'as un bateau, en fait, c'est hyper facile de créer de l'échange. Et puis même de créer des vraies amitiés dans la région. Et c'est vrai que ça nous a pas mal marqué à l'époque. Je me souviens où vraiment on était en mode, mais mec,
tout le monde est gentil, tout le monde veut nous aider, c'est ouf. Et c'est vrai que c'est impressionnant cette entraide et cette manière d'être soudé qu'il y a dans le nautisme, c'est vraiment cool. Ouais, c'est ça, il y a énormément d'entraide et puis il y a des conseils de la part de tout le monde pour rénover un bateau ou pour acheter un bateau ou pour naviguer. Faut pas hésiter à demander des conseils parce que c'est vraiment la base. On va rester dans le conseil, toujours, je pense que ça va être le 26e conseil que je te demande, mais maintenant plutôt côté achat. Donc voilà, là ça fait je sais pas combien de temps qu'on parle, on est calé niveau bateau, on a vraiment envie de s'y mettre à fond. Donc concrètement, là on est déter, on a envie de s'acheter notre premier voilier. Comment tu trouves une bonne affaire? C'est quoi un petit peu les trucs que tu regardes sur un voilier? Alors moi c'est différent parce que Océane je l'ai acheté parce que je l'avais on va dire sous la main et que la personne voulait le vendre. Mais si demain je dois acheter un bateau, je vais définir un programme de navigation et définir mes besoins et ensuite trouver le bateau. Et pas trouver le bateau et ensuite faire avec. Ok, ouais, donc ouais. D'abord voir où tu peux aller avant de trouver le bateau. Et c'est sûr que si tu veux juste un petit voilier pour être chill l'été, te poser sur la plage, emmener 2-3 copains et boire des bières, c'est vrai que t'as vraiment pas du tout les mêmes besoins en termes de taille, de confort, etc. que si t'as envie de faire le tour du monde. Ouais, c'est ça. Et puis ça dépend vraiment aussi du coin où on va. Dans notre région, il y a beaucoup de marnage, donc un bateau qui s'échoue avec des béquilles ou 2 quilles, c'est idéal. Après, c'est un peu moins rapide. Moi, je cherchais quand même un peu de vitesse, donc je suis content d'avoir une quille. Mais par contre, je peux pas échouer. Donc, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. Et faut vraiment savoir ce qu'on veut avant. Si on parle un peu de technique, du coup, parce que tout à l'heure, tu nous parlais justement là, dans tes explications de marnage. Donc, pour expliquer, c'est un petit peu la différence, le marnage qu'il y a entre la hauteur d'eau, entre la marée haute et la marée basse. Donc, par exemple, s'il y a 10 mètres de marnage et que toi, tu es à marée basse, tu sais que 8 heures plus tard, quand il y aura marée haute, tu auras gagné 10 mètres en hauteur. Et inversement. Donc c'est assez important parce que si tu vois que tu es à marée haute et qu'il y a 8 mètres, tu sais que marée basse, tu auras 2 mètres en dessous, enfin au-dessus, donc du coup tu seras dans le sable. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut savoir pour pas s'échouer et tout, et du coup ça va jouer sur la quille. Parce que plus on t'a une longue quille, moins tu vas pouvoir te mettre dans des petits endroits, et puis si tu peux poser ton bateau, c'est bénéf parce que tu t'en fous du marnage, enfin voilà. Il y a plein de choses. Et plus concrètement, du coup, ça va être quoi un petit peu les différences plus spécifiques qu'il va y avoir entre les quilles? Oui, c'est qu'en dessous du bateau, il y a donc une seule quille, donc faut s'imaginer comme sur un dériveur, une dérive. Et là, faut s'imaginer qu'en dessous du bateau, il y a un prolongement, un appendice qui va venir droit, généralement en fonte. Ok, et ça, du coup, tu disais c'était pour la vitesse. Donc une seule, ça va être pour la vitesse. Et puis 2, ça va plutôt être pour, on va dire que le bateau reste à plat dans l'eau et pour échouer. Ok. Et il y en a aussi, non, qu'on n'ont pas. Il y en a qu'on n'ont pas. Là, je t'ai vu, là. Et oui, ça s'appelle les dériveurs. Donc, qui ont une dérive, donc, qui ont un saumon quand même pour avoir du poids dans le fond du bateau. Donc, c'est, on va dire, l'encastrement d'une plaque d'acier. C'est technique à définir à l'audio. Ouais, Ok, donc ça c'est pour les coques et après. Et puis après il y a pareil pour les mâts quoi. Voilà quoi finalement. Il y a tout type de mâts pour tous les goûts et toutes les couleurs donc. Mais d'abord définir le projet. Voilà, puis savoir. Après nous on est jeunes donc un bateau sans cabine, le mien a pas de cabine. Donc à 21 ans un bateau sans cabine ça pose pas de problème. Après je pense qu'une famille de 4 ou 5, les parents ont envie d'avoir une cabine à l'avant ou si on part avec 2 groupes deux couples dans un bateau, c'est bien d'avoir 2 cabines ou peut-être ou des toilettes ou l'eau chaude donc il y a vraiment plein de choix, plein de. Et là, question un peu deep, si tu pouvais, je sais pas moi, recroiser aujourd'hui le toi de 18 ans qui était là, qui faisait la fête, qui savait pas vraiment où aller, qu'est-ce que, je sais pas moi, qu'est-ce que t'aimerais lui dire? Fais tes bêtises, laisse-toi aller et puis t'en arriveras là quoi. Ouais, finalement t'es bien Finalement, arrivé par le hasard. Faut faire ses expériences, faire ses rencontres et puis
on fait son propre chemin. Allez, pour conclure, une dernière question, Odin, après je te jure, je te laisse, mais est-ce que tu aurais une ou plusieurs recommandations en vrai je sais pas, n'importe quoi, ça peut être des livres, des podcasts, des vidéos, des films, des personnes qui peuvent t'inspirer qui peuvent inspirer d'autres gens plutôt même à partir à l'aventure ou même à voyager un petit peu, ne serait-ce qu'une heure. Et en ce moment, c'est Vivre d'aventure de Mathieu Blanchard. Ok, pas mal. Du coup, en course à pied. Course à pied trail, là. Ouais, avant, c'était plus les livres bateaux, finalement. Ouais. T'as un livre bateau qui t'a un peu marqué Ouais, il y a celui de... Donc c'est récent, il y a celui de Guérec Soudé, son voyage avec Monique. On peut se mettre dans la peau du personnage, quoi. C'est pas moitié sié, je trouve ça tellement... Enfin, c'est des beaux livres, pas de notre génération, donc c'est beau à lire, c'est bien, c'est inspirant. Ouais, tu t'identifies pas Ouais, assez. c'est ça. Alors que la Guirec, Il est plus notre génération à faire un peu des dingueries, même avec. Il faisait des vidéos YouTube Ouais, aussi, c'est donc c'est vrai. Ok, trop bien. Mais en tout cas, mec, merci beaucoup d'avoir participé au premier épisode. Je sais pas ce que ça va donner. Et puis voilà. À plus. Bonne continuation et bon vent, comme on dit, je crois, dans le quartier. Bon vent. Ouais. Allez, ciao, ciao. C'était Échappatoire Podcast, présenté par Erwan Aumont, à retrouver le 1er et le 3e mardi du mois sur vos plateformes de streaming. Abonnez-vous.